Dois-je me lancer à 100% dans le développement de mon business? Comment est-ce que je ferais si je devais repartir de zéro? Ou encore, est-ce que je dois m'engager ou comment m'engager et comment le communiquer dans mon couple aujourd'hui à l'approche des 30 ans? Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je vous ai envoyé un email il y a plus d'une semaine pour vous dire de m'envoyer vos questions et j'ai récolté du coup 6 questions auxquelles je vais essayer de répondre aujourd'hui. J'espère qu'on aura le temps dans cet épisode. C'est Better Call Enzo, un format que je voulais faire depuis très longtemps et je suis même impatient d'avoir vos audios, tu vois, de pouvoir écouter vos questions là, qu'on le fasse écouter à tout le monde et qu'ensuite j'y réponde. Voire même de vous avoir en direct avec moi ici, ça pourrait être super. J'ai tout le matos pour, donc il n'y a plus qu'à. Merci à tous d'avoir joué le jeu et je vous ai fait un petit teasing avec les différentes questions qu'on allait avoir. Je suis très content d'être sur cet épisode, ça fait longtemps que j'ai envie de le faire et je suis très content que ça soit aujourd'hui. Même si aujourd'hui, là, au moment où je tourne, on est le mardi, normalement ça sort le mercredi. Je pense que cet épisode sortira au grand mieux le jeudi et vous m'en excuserez les amis. En ce moment, je n'arrête pas. C'est très très speed et même si Aymen fait de son mieux, même si Bastien fait de son mieux, c'est assez compliqué pour pouvoir tout jongler en même temps et je vais vous en parler. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet et de répondre aux questions de nos auditeurs, bah, j'aimerais vous dire, et vous, comment ça va les amis? On est mi-février, la Saint-Valentin est passée, ça file à une vitesse incroyable cette année je trouve. Euh, c'est la fin du monde, la politique part en cacahuète, il n'y a plus rien qui a de sens, mais ça va, ça va, je vais bien. En tout cas, j'essaie de prendre soin de moi au quotidien, tu vois. Qu'est-ce que je peux faire tous les jours pour me sentir bien, pour me sentir mieux et d'appliquer tous les préceptes que je vous partage sur ces podcasts, sur ces vidéos à longueur de semaine. Et essayer de me focaliser justement sur quoi j'ai le contrôle, sur ce qui a de l'importance pour moi, de faire un maximum d'activités qui a du sens et de kiffer. Voilà. Et en ce moment, ça va bien. Tu vois, quand ça va pas, je vous le dis. Donc quand ça va bien, bah, je vous le dis aussi. Les actualités, elles sont assez remplies. On a bien évidemment la tribu demain. Hein. La tribu, c'est notre club, notre cercle d'entrepreneurs dédié à la croissance de ton business, à ta croissance. Donc si tu as envie de venir discuter développement personnel, business, croissance, sur tous les niveaux, être plus libre, être plus riche avec d'autres entrepreneurs bienveillants toutes les semaines, clique sur le lien dans la description. Il y a moins 30% sur le premier mois pour tous nos auditeurs, donc profites-en. J'ai une conférence à Saint-Domingue jeudi. Donc là, jeudi, je pars, enfin demain, mercredi, je pars à la capitale. C'est pour ça aussi que c'est assez speed. Direction le mastermind Outsider, voilà, donc un mastermind avancé, investisseur entrepreneur, sur lequel je vais faire une intervention sur le mindset, sur la vision entrepreneuriale. On va parler de procrastination, de passage à l'action, de réaliser ses rêves et d'autres sujets que je vous partagerai après avoir release la conférence. Et j'ai acheté 2 business cette semaine. C'est une semaine vachement productive. On a signé plusieurs activités. Je peux pas trop vous en dire pour l'instant. J'attends que ça avance encore un peu. Mais a priori, c'est pas a priori, c'est déjà signé, mais on va voir comment est-ce qu'on va le développer. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je me suis lancé sur Amazon. D'accord? Alors, je me suis pas lancé. J'ai lancé ma production. La production, elle est partie de Chine avant le nouvel an chinois pour les États-Unis, du coup, pour démarrer cette activité Amazon États-Unis. C'est nouveau pour moi, j'ai jamais fait d'Amazon États-Unis, encore moins. Le marché américain me vend du rêve. Et donc j'ai décidé de faire ça avec un membre de la communauté qui est très smart, qui est très cool, qui s'appelle Emir, avec lequel on partage plein de valeurs. On s'est rencontrés dans Kraken et puis ensuite dans la tribu. Et on a décidé de faire ce projet-là ensemble. Et en avançant du coup avec Emir, en discutant d'opportunités. Alors Emir d'ailleurs, il m'a racheté quelques sites e-commerce pour développer lui son portefeuille e-com. Et moi, j'essaye de faire grossir le portefeuille Amazon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc Emir, lui, avait déjà 3 marques sur Amazon et son objectif, il a bien compris, c'est de stacker les marques. Hein. Plus tu as de marques, plus tu vas faire grossir ton volume. Et en fait, ce qu'il faut réduire, c'est la capacité à lancer des marques plus rapidement. Et donc, on a fait ce projet Lumiglo. Et puis, on réfléchissait à se dire, bah, tiens, est-ce qu'on n'en ferait pas un autre avec des opportunités qui passent, racheter potentiellement une opportunité. On était sur la négociation, et on l'est toujours d'ailleurs, sur un truc dans la literie.
Et puis, là, voilà David. David qui me prend un coaching pour que je l'aide à bosser sur sa partie e-commerce, valider un peu la stratégie SEA, avoir mon retour d'expérience, choisir est-ce qu'il se lance aux États-Unis, en Europe ou en France. Je fais ce coaching avec David et puis David, il me parle de sa marque e-commerce et donc j'en parle à Emir. Et du coup, ça intéresse Emir. Et puis Emir, il commence à me dire, OK, mais comment est-ce qu'on le ferait? Est-ce qu'on le ferait ensemble? Est-ce qu'on le ferait pas ensemble? Donc on va voir comment est-ce qu'on va l'opérer. Mais là, en tout cas, à date, Emir, du coup, a racheté la marque pour lancer un Amazon sur les États-Unis sur les compléments alimentaires pour animaux. D'accord? Donc super intéressant. Il avait fait un bon travail de branding, David. C'était vraiment joli ce qu'il avait fait. Bon, bah, malheureusement, lui, il n'avait pas les compétences en marketing et la niche, elle est quand même très compétitive. C'est un marché sur lequel il faut poser des compétences et de l'argent pour pouvoir vraiment s'en sortir. Et donc, bah, malheureusement, lui, ça ne faisait pas d'argent en fait, hein, et du coup, c'est un projet qui a été avorté. Et donc, bah, lui, ça lui a permis de récupérer un petit billet sur son investissement et Emir de récupérer la base de marque pour pouvoir la lancer sur Amazon. La question se pose de est-ce qu'on la lancerait sur Facebook, sur Meta, est-ce qu'on ferait tout un travail marketing, etc. Donc là, on va voir, on est à l'étude là-dessus, mais en tout cas, ça a été cool de pouvoir voir ça et puis on verra ce que ça va donner le test sur Amazon. Et j'ai racheté un site e-commerce qui fait à peu près 180 000 € de chiffre d'affaires par an. En fait, c'est 2 sites e-commerce et ça fait à peu près entre 50 et 55 000 de marge. Et c'est un projet qui est cool, qui est principalement que sur Google. Donc ça, j'adore. Et sur lequel il y a encore plein de choses à faire. Et notamment, en fait, si tu veux vraiment continuer ce développement international, parce qu'aujourd'hui, ça va en France, ça va en Angleterre, et donc l'idée, c'est de développer à l'international. Mais ça, je pense que de toute façon, je vous en reparlerai dans un autre épisode de podcast, qui est un peu ma stratégie, l'idée un peu simple, mais hyper efficace pour faire des millions cette année en e-com. Je pense que je vous referai un podcast sur le sujet. Autre info, importante, la méthode Kraken réouvre ses portes jusqu'au 28 février, vu qu'on est un mois de 28, je crois, cette année. 28 février, on réouvre les portes. Vous avez l'opportunité de nous rejoindre et de profiter de 4 mois d'accompagnement plein de toute l'équipe, Théo, Stéphanie, moi, Alicia, d'être incubé. L'objectif, c'est simple, hein, sur les 6 premiers mois de l'année, construire au moins 2 sites internet en mode SEO, SEA qui vont vous permettre de gagner des revenus sur les 6 premiers mois de l'année et de surfer votre Q4 et de pouvoir vraiment bâtir un business qui va perdurer. Et puis, si tout va bien, bah, réussir à gagner suffisamment pour pouvoir remplacer votre salaire en 6 mois. Ça serait un peu le challenge, même si on sait que bah, la majorité des ventes de l'année se font sur les 3 derniers mois de l'année en e-commerce. C'est assez impressionnant. Donc voilà, si vous voulez rejoindre la méthode Kraken, apprendre à développer vos compétences e-commerce, SEO, SEA, bâtir des sites qui convertissent, sourcer et professionnaliser votre business e-com, n'hésitez pas. Il nous reste 8 places. Voilà, 8 places pour participer à l'aventure. Et il vous faut un budget au moins de 2500 euros. Important. On a 92 notes sur Apple Podcast. Merci à tous, les amis, hein. Je vous ai cassé les oreilles dans les derniers épisodes, mais vous avez répondu présent. Donc, merci beaucoup. Et continuez du coup d'aller mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Si vous avez déjà pris votre téléphone, le téléphone de votre femme, prenez le téléphone de vos enfants, prenez les téléphones de votre cousin, de votre pote au boulot et allez mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Et ça lui permettra de découvrir le podcast. Je suis sûr qu'il apprendra plein de choses et vous remerciera grandement. On a également 67 notes sur Spotify, donc merci énormément à tous. On est actuellement sorti du classement. On n'est plus dans les 200 premiers podcasts de France. Je suis très triste. Donc je compte sur vous pour nous streamer. Je compte sur vous pour partager l'épisode à vos potes sur vos stories Instagram, sur WhatsApp. Faisons péter tout ça. Dans les derniers commentaires cool, on a Cyril qui a mis meilleur podcast. Il a parlé de développement personnel. Il nous écoute en travaillant, Cyril. Cyril, il est soudeur et là, en ce moment, il fait des super objets de décoration, des crocodiles énormes, un gorille énorme, des animaux comme ça qui soudent. Il fait des millions de vues sur les réseaux sociaux également. Et il avait bâti un business SEO, SEA avec nous dans Kraken. Il y a Vansnet qui dit expertise et transparente. J'adore l'esprit business de Enzo et de ses invités. Merci beaucoup à tous. On est 49 410 abonnés sur YouTube. Merci la famille. Récemment, on a reçu des messages de Dave Richardson, Alex V, Alain,
Ramadeville, Abdel, merci à tous pour vos messages, merci à tous pour vos commentaires et merci à tous d'être avec moi sur ce voyage. C'est très, très cool et j'ai eu énormément d'entre vous en podcast, en coaching, en message. Ça m'a fait très, très, très plaisir. D'accord. J'ai des coachings toutes les semaines en ce moment pour bosser avec vous sur des sujets divers et variés. Ça peut être sur l'équilibre pro-perso que j'ai eu récemment. Ça peut être sur réussir à sortir un peu du business, réussir à optimiser son argent, réussir à mieux gérer ses dépenses et ses finances. Aujourd'hui, j'ai eu un gros coaching avec qu'un membre de la communauté, qu'un entrepreneur brillant qui fait des résultats à plus de 300 000 euros par mois sur certains mois et qui flambe littéralement son oseille et avec des galères de la vie, se retrouve dans des situations de merde à chaque fois dans lesquelles il a plus de cash. Et ça me fait mal au cœur et en même temps, ça me touche beaucoup qu'on me contacte, qu'on m'écrive et qu'on me partage. C'est pas facile de partager ce genre de choses pour pouvoir se sortir et avancer. Et je vois mon rôle, du coup, dans cet écosystème-là et je vois la valeur que ça peut apporter. Donc, c'est très cool. Je vous propose de démarrer avec la question de Ruffin. Merci Ruffin, du coup, d'avoir envoyé un message. J'avais donné un petit framework, du coup, pour laisser vos trucs. Et donc, c'est parfait. Donc, il a mis « Besoin de ton aide pour résoudre un problème clé concernant mon projet e-commerce ». Bonjour Enzo, j'espère que tu vas bien. Je t'écris parce que je fais face à un problème important et j'ai vraiment besoin de ton regard et de tes conseils. Qui je suis et où est-ce que j'en suis? J'ai toujours cherché à préparer l'avenir avec sérieux, anticiper les étapes importantes de ma vie. Aujourd'hui, je suis à 2 ans de la retraite et je veux mettre en place une activité en ligne capable de me générer des revenus complémentaires. Jusque-là, tout va bien. Mon objectif concret est de lancer une boutique e-commerce et de la faire fonctionner correctement avant mon départ en retraite. 2 ans, on a largement le temps de voir venir. C'est top. Problématique principale, le point d'achoppement et le moyen de paiement en ligne. Étant au Tchad, je n'ai pas accès à des solutions majeures comme PayPal ou Stripe, indispensables pour faire tourner une boutique en ligne à l'international. Ouais, bon, comme beaucoup de gens qui sont en Afrique, hein, dans tous les cas, les solutions sont toujours les mêmes. Bâtir une LLC aux États-Unis ou bâtir une LTD en Angleterre. En général, l'Angleterre, ça marche très bien, c'est facile. Et il faut un partenaire sérieux qui a une adresse résidentielle en Angleterre. Comme ça, tu n'es pas embêté avec les banques, etc. Mais en général, malheureusement, comme tous nos amis au Maroc, etc., c'est toujours la même solution. Mais ça marche. On en connaît plein qui le font et qui l'ont fait. Donc, c'est pas très confortable au début, mais ça se fait. Si tu as la possibilité aussi d'avoir un ami, un partenaire qui, lui, vit en Europe, ça facilitera énormément les choses. Sans solution de paiement fiable, impossible d'ouvrir et d'exploiter une boutique, bien évidemment. Élément important à connaître sur moi. Sur le plan personnel, ma priorité est de sécuriser une source de revenus pour ma retraite. Sur le plan business, ma priorité est le commerce en ligne. Il me manque qu'un seul élément, un moyen de paiement. Ok, dans cette question sera résolue, je serai immédiatement ma boutique en ligne que je pourrais me lancer. Voilà pourquoi je me tourne vers toi. As-tu une solution, une piste concrète pour contourner les restrictions? Ouais, donc je viens de te la donner. Créer une société étrangère, du coup, LTD ou LLC. Je suis ouvert à toutes les questions, passerelle alternative, compte dans un autre pays, fintech compatible, etc. Ouais, donc c'est ça. Amitié Ruffin. Merci à toi, Ruffin. Ouais, donc c'est une solution qui est assez connue, hein. C'est voilà, la LTD en Angleterre, à mon avis, c'est très bien. Tu peux passer avec les services de Tiziana, par exemple, qui est la comptable avec laquelle je bosse. Elle a l'habitude de faire ça, elle le fait, elle l'a fait très souvent. Voilà, Ruffin. J'espère que ça t'aide. Il va te falloir un peu d'argent. Il va te falloir à peu près peut-être 2500 à peu près pour setup, je pense, la société à l'étranger, les comptes en banque, etc. Et pouvoir commencer à bosser. Je sais, c'est plus chiant pour vous, hein. Vous avez besoin de plus de budget, il y a plus de barrières à l'entrée. Mais bon, faut se dire qu'il y a des barrières à l'entrée pour tout le monde. On a des amis en Haïti, on a des amis en Afrique, on a des amis dans plein de pays dans lesquels il n'y a pas Stripe, dans lesquels il y a rien. Et en fait, c'est toujours pareil. Il faut passer par un proxy ou une société proxy. On a une autre question de Sarah. 34 ans, du coup, le prénom a été modifié. Voilà, donc elle nous a demandé de modifier son prénom. Le sujet, c'est le syndrome de l'imposteur qui revient à chaque palier. Donc, le contexte et les enjeux. Elle génère entre 15 et 20 000 euros par mois avec son activité de freelance en copywriting. Donc ça, c'est vraiment bien. Félicitations à toi, Sarah.
Sur le papier, tout va bien. Mais à chaque fois que je veux passer un cap, augmenter mes tarifs, me positionner sur du consulting ou lancer une offre premium, je me sabote. Je repousse, je surlivre pour justifier mon prix actuel et au final, je reste bloqué au même niveau depuis plus de 2 ans. Le truc, c'est que j'ai grandi dans un milieu où gagner de l'argent était mal vu, mes parents étaient fonctionnaires et j'ai toujours entendu l'argent ne fait pas le bonheur. Ou pour qui tu te prends. Résultat, dès que mon business commence à décoller vraiment, j'ai une voix intérieure qui me dit je ne mérite pas, que les gens vont finir par voir qui je suis, juste une fille qui écrit des textes. C'est intéressant. C'est important pour moi parce que je sens que je suis à un tournant, j'ai les compétences, j'ai les clients, mais c'est comme si je m'interdisais de jouer dans la cour d'après. J'aimerais que tu m'aides à comprendre comment casser ce plafond de verre intérieur. Merci Enzo. Ben, merci Sarah du coup pour ton message. Déjà c'est un joli palier, 15 000, 20 000 euros par mois avec une activité de freelance en copie. Euh, et effectivement, tu as des freelances comme ça qui gagnent très bien leur vie et qui créent un confort et c'est très difficile de casser ce confort. Bon, déjà, la première des choses que j'aimerais te poser comme question, c'est tu veux quoi? Tu veux gagner plus ou tu veux changer de modèle? Parce que rester en freelance pour pouvoir gagner plus, en gros, il n'y a pas 50 solutions. Ou tu as plus de clients ou tu as plus de revenus par client, grosso modo. Euh, et au bout d'un moment, en tant que freelance et en tant que copywriter, tu dois développer une équipe. Ou tu développes une équipe et tu deviens une agence de copywriting, ou tu restes seul. Tu fais peu de copies, par contre, ta copie qui est très valorisée. Et donc, ça veut dire gagner au pourcentage sur des gros lancements, sur des gros infopreneurs, sur des gros e-commerçants qui ont du coup derrière, parce que quand tu es copywriter, tu ne maîtrises pas toute la chaîne, qui ont du coup derrière les moyens de dépenser, la chaîne pour délivrer. Et donc, en fait, imaginez qu'ils aient déjà un business qui soit gros et efficace. Donc, en fait, il y a déjà quand même une vraie question technique sur comment est-ce que tu veux développer. D'accord? Mais admettons, tu te positionnes sur une offre de consulting haut de gamme, tu veux augmenter tes tarifs ou justement passer au pourcentage peut-être avec tes clients, et il y a quelque chose qui bloque et tu ne te sens pas aligné avec ça. Pour le syndrome de l'imposteur, j'aime à dire que le syndrome de l'imposteur, la majorité du temps, s'il est là, c'est qu'il a une raison de l'être, dans un premier temps. C'est-à-dire que la majorité des gens, tu vois, ils veulent démarrer un peu en mode start-up, genre fake it until you make it. Et après, ils se disent, ah ma merde, ça marche pas, j'ai le syndrome de l'imposteur. C'est normal, tu vois. Par contre, l'idée, c'est de bâtir les compétences et d'avancer et de gagner ces victoires sur le chemin qui remplissent ta confiance en toi, qui remplissent ta jauge, tu vois, de confiance en toi, qui remplissent ta jauge de skill, qui remplissent ta jauge d'estime de soi, tes études de cas qui ont fonctionné et qui te permettent du coup d'avancer petit à petit dans ta valorisation. Là, clairement, tu as 34 ans, tu as des compétences, ça fait certainement plusieurs années que tu développes ce métier-là, et là, tu stagnes depuis 2 ans. L'enjeu, il n'est pas là. Je pense que l'enjeu, il est ailleurs. Moi, quelque chose qui résonne beaucoup en moi sur le syndrome de l'imposteur, c'est surtout je ne le mérite pas. Ce qui pourrait aussi, tu vois, résonner potentiellement avec ce qui est autour de ta famille, autour de ton background dans lequel tu as grandi. C'est-à-dire que même si je monte et que je me prouve que j'avance, finalement, il y a toujours une part de moi qui pense que je ne le mérite pas et pourquoi est-ce qu'on me paierait plus cher et pourquoi est-ce qu'on me paierait plus et pourquoi est-ce que je gagnerais plus. Donc la première des choses pour moi, c'est pourquoi est-ce que tu veux gagner plus? Première question. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces deniers, comme dirait l'autre? Qu'est-ce que tu veux faire avec toute cette oseille? Pourquoi est-ce que tu veux gagner plus? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi de gagner plus? Ou pourquoi est-ce que c'est important pour toi de faire ce consulting premium? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi d'augmenter tes tarifs, de mieux valoriser ton temps ou ton travail? Et donc vraiment travailler sur cette partie de vision, de besoin, et que ça soit aligné. Il faut que ça soit fluide. Il faut que pour toi, ça soit une évidence, en fait. Que tu charges plus, que tu vendes cette offre, que tu sois payé mieux. Il faut que ça soit une évidence. Il faut qu'à l'intérieur de toi, il n'y ait rien qui bloque. D'accord? C'est-à-dire que quand tu y penses, quand tu l'imagines, quand tu le visualises, ce soit limpide. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, il y a ce travail de confiance en soi. Donc, j'adore ce travail des victoires que j'ai fait, qui est assez connu, mais la manière avec laquelle c'est fait dans
dans le coaching de Fab et Anto, j'ai vraiment adoré, où l'idée, c'est de réfléchir à des situations que tu as vécues, sur lesquelles tu avais un challenge, sur lesquelles tu étais pas sûr de toi, sur lesquelles tu as eu vraiment une victoire, il y avait un enjeu et tu as réussi à faire valoriser ta vision, tu as réussi à faire valoriser tes droits, tu as réussi à gagner un élément qui était pas forcément gagné de base. Et ça peut être tout simplement, un moment où tu as su dire non à quelqu'un. Ça peut être un moment où tu as su vendre et tu as fait une vente. Tu vois, c'est pas forcément financier. Ça peut être vraiment global, une victoire où tu as la sensation d'avoir gagné quelque chose, où tu as la sensation d'avoir respecté tes valeurs et ta vision. Et donc, la confiance en soi, c'est comme une espèce d'énorme jarre qui est au soleil, tu vois. Et donc, l'eau s'évapore un peu naturellement. Ta confiance en toi s'évapore un petit peu naturellement. Il y a des éléments de la vie qui viennent te rajouter de la confiance en toi. Il y a des éléments de la vie qui viennent percer un peu ta jarre et de la confiance en toi, l'eau qui se barre et la confiance en toi qui s'en va. À chaque fois que tu respectes pas ta parole, à chaque fois que tu n'es pas tes valeurs, à chaque fois que tu fais quelque chose qui n'est pas vraiment aligné avec toi, et à chaque fois que tu échoues aussi, à chaque fois que tu fais des trucs où ça marche pas vraiment comme tu veux, tu écailles un petit peu ta confiance en toi. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir s'arrêter et de pouvoir focaliser sur ces victoires et les sacraliser, tu vois. Tu as bossé sur un lancement, tu as fait une super copie, ton copie, il a eu des résultats incroyables. Au début, c'est génial, et puis après, ça devient la normalité. Et en fait, c'est pas une normalité. C'est important de pouvoir s'arrêter sur cette victoire. C'est important de pouvoir voir ton travail. C'est important de pouvoir voir, tiens, j'ai repris cette publicité Facebook, j'ai changé le copy, j'ai réussi à augmenter de 1% le taux de clic, ce qui a permis de faire exploser les spends et donc du coup le retour sur investissement. Ça, c'est hyper important de réussir à pouvoir identifier toutes les victoires que tu as eues dans la semaine et de les célébrer. Et en fait, quand tu fais tes victoires, quand tu vas pouvoir t'arrêter comme ça sur tous les éléments positifs qui viennent remplir ta confiance en toi, eh bien, qu'est-ce que ça dit de moi? Ben, ça dit de moi que je suis une super copywriter, ça dit de moi que j'ai été capable de générer plus de X% de résultats pour ce client, sur cette copie, sur ce travail, sur cette campagne. Et en fait, si tu veux, en faisant l'inventaire de tes victoires toutes les semaines, tu vas remplir ta jauge de confiance en toi. Et pas uniquement, tu vois, sur les victoires chiffrées et évidentes, mais surtout sur l'invisible, la personne que tu deviens. Parce que au final, c'est ce que me disait mon coach lors de ma dernière session, le plus important, c'est pas les résultats que tu as obtenus, c'est la personne que tu es devenue sur le chemin. Et c'est cette personne-là qui incarne le succès, c'est cette personne-là qui fait que le succès est possible. En fait, c'est cette personne-là que tu dois voir. Tu n'es pas capable de te voir à ta juste valeur parce que tu ne te regardes pas avec ces yeux-là. Et donc l'idée, c'est de voir ce qu'il y a derrière la victoire. C'est de voir ce qu'il y a derrière ces résultats géniaux. C'est de voir ce qu'il y a derrière ces 15 à 20 000 euros de chiffre d'affaires par mois. C'est la personne que tu es devenue, c'est les compétences intuitives, c'est la gestion de projet, c'est peut-être l'utilisation de l'IA, c'est peut-être la réactivité, c'est peut-être ta capacité à gérer des deadlines compliquées, c'est peut-être ta capacité à gérer des clients compliqués. Tu vois, c'est tout ce qui est soft skills potentiellement, en plus du hard skill qu'on a beaucoup plus de mal à voir, qui augmente considérablement ta valeur. Et ça devrait t'aider, si tu veux, à pouvoir être complètement aligné avec le fait d'augmenter tes offres, avec le fait de pitcher ta nouvelle offre, avec le fait d'augmenter tes tarifs, parce que tu as ta vision qui est claire. Potentiellement, il y avait un peu de brouillard en toi, il y avait un peu de désalignement en toi. Tu le réalignes avec ce travail pour augmenter ta confiance en toi. Tu peux très bien faire, par exemple, les 20 victoires les plus importantes sur le dernier trimestre et tu t'arrêtes à chaque victoire. Et qu'est-ce que ça dit de moi? Et qu'est-ce qui s'est passé? Quel est le contexte? Quel résultat qu'on a obtenu? Et qu'est-ce que ça dit de moi? Tu vois, tu fais ce travail des 20 victoires sur les 3 derniers mois et tu vas être reboosté en termes de confiance en toi pour pouvoir avancer. Et c'est un travail à faire en continu parce que la confiance en soi, ça a tendance, tu vois, à s'évaporer, à disparaître. Et donc, il faut le faire au quotidien pour vraiment rester au max de ta confiance en toi pour pouvoir, eh bien, effectivement, passer de nouveaux paliers. Mais il y a un élément qui est sûr, c'est qu'en fait, les choses incroyables qu'on a mis en place et qu'on crée dans nos vies, on a tendance à les oublier. Et faire ce travail de gratitude au quotidien, faire ce travail d'écriture thérapeutique que vraiment je recommande à tout le monde, faire ce travail de victoire que je fais plutôt une fois par semaine pour vraiment se rendre compte
de son avancement, pour se rendre compte des choses incroyables qu'on a dans nos vies, qu'on fait dans nos vies et la personne incroyable que l'on devient au quotidien, c'est vraiment, vraiment important. Notre côté extraordinaire, on l'oublie, il devient la norme parce que c'est ce qu'on est, c'est avec nous qu'on vit au quotidien. Et donc, c'est se rappeler un peu ce côté extraordinaire pour pouvoir mieux te valoriser sur le marché. Et potentiellement, parfois aussi, ce qui t'amène d'un point A à un point B n'est pas ce qui t'amène d'un point B à un point C. Donc, peut-être que les clients avec lesquels aujourd'hui tu as fait le A à B, peut-être c'est d'autres typologies de clients qu'il va falloir trouver pour aller de B à C. Ça peut arriver également. Voilà, Sarah. J'espère que tu vas pouvoir visualiser ce plafond, visualiser le chemin intérieur que moi j'ai pris en tout cas pour pouvoir lâcher un peu la grappe là-dessus et m'autoriser à gagner plus, m'autoriser à casser le syndrome de l'imposteur et passer au niveau suivant. Je suis aussi en train de travailler très fort en ce moment sur la notion de méritocratie et de casser ce concept de méritocratie parce qu'en fait, je me rends compte que quand tu penses que tu dois mériter quelque chose, ça marche jamais et tu n'es jamais heureux. Si tu penses que tu mérites, tu vois, si tu crois à la méritocratie, tu penses que tu mérites quelque chose, tu atteins 1 million d'euros, qui était un objectif que tu t'étais fixé de patrimoine, super. Tu as atteint ton 1 million d'euros, eh ben, tu vas devoir te justifier auprès de tout le monde comme quoi tu le mérites. Et c'est cette bataille-là de justification de mais regardez, mais je le mérite, mais je le mérite. Et il y aura toujours une partie de toi intérieure, d'une façon ou d'une autre, qui va penser que tu ne le mérites pas vraiment et que tu as eu de la chance et qu'il y a une partie de toi qui pense que tu ne le mérites pas. C'est infime, c'est pas du tout rationnel. Il y a une part de moi, encore aujourd'hui, qui se dit bon, j'ai quand même eu beaucoup de chance. J'ai quand même rencontré les bonnes personnes au bon moment. Tu vois, il y a toujours une part de moi qui est là en mode bon, en vrai. Et la méritocratie, si tu y crois et que ça marche pas, bah, tu vas dire bah, j'ai pas assez travaillé, je le mérite pas. Et donc tu vas travailler plus. Et donc en fait, quand tu es dans la méritocratie, tu es toujours frustré. Que ça marche ou que ça marche pas, tu es frustré et tu pas content. Que ça marche ou que ça marche pas, tu es dans la frustration du quotidien. Et donc je suis en train de me dire en fait, fuck la méritocratie. Fuck la méritocratie. Et je vais juste prendre ce que j'ai à prendre en fait. Sans me poser la question est-ce que je le mérite ou pas. Parce que ça veut rien dire, tu vois. Je vis dans un village sécurisé, résidence haut de gamme, etc. Machin. Qu'est-ce qui me fait dire que le voisin qui a une maison à 1,5 million mérite plus que moi? Ça arrive à un moment, on travaille tous dur. Est-ce qu'on a des niveaux de QI différents? Est-ce que c'est ça qui voudrait dire qu'on mérite plus ou moins? Est-ce qu'on est né sous une étoile différente? Est-ce qu'on est né avec plus ou moins de moyens, plus ou moins d'argent? Un mec qui est né dans une famille qui a 10 millions de dollars. Toi, tu es né dans ta famille. Il mérite plus que toi ou il mérite moins que toi? Ça veut rien dire, tu vois. Ça veut rien dire. Alors, ça choque très fort avec mes valeurs parce que moi, la méritocratie, c'est ce qui m'a permis de m'en sortir. Ça a été de me dire, je vais bosser 10 fois plus que les autres, je vais le mériter plus que les autres et je vais y arriver. Et j'ai réussi. J'ai bossé plus que les autres, je m'en suis sorti un petit peu, j'ai eu beaucoup de chance et j'ai réussi à avancer dans la vie. Mais clairement, pour passer, si tu veux, au niveau suivant, la méritocratie, aujourd'hui, elle me limite. Aujourd'hui, j'ai des pensées du style, ouais, non, mais je suis pas à la hauteur, non, mais ça, c'est trop grand, non, mais ça, à l'international, mais pour qui je me prends, tu vois. On s'en bat les couilles, je me prends pour personne, en fait. J'ai juste envie de kiffer mon truc à l'infini, sans me mettre de barrières. Et aujourd'hui, je sens que la méritocratie, elle me met des barrières dans mon expansion et dans mon développement. Donc, fuck la méritocratie. Et voilà, c'est pas encore atteint, c'est pas encore atterri, tu vois. Je suis encore en train de bosser là-dessus, mais ouais, je pense que la méritocratie est modèle dans lequel on se met et, et qui est très bien pour pouvoir avancer les premiers pas, mais qui à un moment donné te bloque complètement. Te bloque complètement. Parce qu'elle a ses limites. Et donc, je veux sortir de ce modèle-là et faire les choses bien, faire de mon mieux tous les jours. Il n'y a pas de mériter ou pas mériter. Il y a créer les opportunités, les saisir, pas se poser de questions, donner le maximum et faire du mieux que je peux. Et dans ces conditions-là, je mérite tout. Tu vois ce que je veux dire? De toute façon, c'est Dieu qui donne. Hein. Donc, je fais de mon mieux et je suis persuadé que Dieu, l'univers, s'occupera du reste. C'est vraiment ce que j'essaye, tu vois, de comprendre, de travailler, de lâcher toutes les croyances liées à la méritocratie qui pourraient me limiter.
J'espère que j'ai répondu à ta question. Merci beaucoup, Sarah. Merci. Et n'hésitez pas à envoyer en réponse à mes emails vos questions pour le prochain Better Call Enzo. Je vais renvoyer bien évidemment un message. Et j'ai mis également un sondage. J'ai mis un sondage, les amis, dans la description pour savoir dans quelle direction je dois créer du contenu, comment est-ce que je peux vous aider. Est-ce que je dois créer. Moi, je pense à faire des conférences, tu vois, sur un format un peu conférence pour éduquer. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Tu vois, comprendre un peu mieux ce que les gens qui me suivent veulent comme contenu, comme formation, comme accompagnement, comme événement, pour pouvoir développer le contenu et les accompagnements et les produits, les events et tout ça. Sondage est dans la description, je compte sur vous, allez le remplir. On a, je vais dire Gilbert, qui voulait être anonymisé, pardon. Blocage face à l'engagement et plus spécifiquement la peur de faire des enfants. Donc là, homme, 30 ans, voilà. Les vraies questions commencent à se poser. Il y a un vrai switch pour un homme, tu vois, dans la fin de la vingtaine, début de la trentaine. Et, et je suis content d'avoir ce genre de questions parce que c'est des sujets sensibles, c'est des sujets pas faciles et c'est des sujets sur lesquels il faut réfléchir, vraiment. Il faut réfléchir, il faut se poser les bonnes questions, s'aligner avec sa vision. Le contexte et l'enjeu. J'ai 30 ans, je suis en couple depuis 8 ans avec ma femme. Avec une femme formidable, pardon. Félicitations mon ami. Gilbert. Fonder une famille a toujours fait partie de mes projets de vie, mais je n'arrive pas à franchir le cap. Je n'arrive pas à franchir le cap. Je perçois cette étape comme une montagne. Le caractère définitif et ultra engageant à vie de faire un enfant ou de me marier me paralyse totalement. J'ai identifié que ce blocage prend racine dans 2 traits de caractère qui affectent toutes mes sphères de vie. C'est sûr et certain. Quand on a une croyance dans un domaine, ça affecte sur tout le reste. Et penser le contraire, ça serait vraiment une folie. Donc mon couple, comme mon business, bien sûr. Et c'est pour ça que moi, j'adore travailler sur le développement personnel, parce qu'en fait, tu te rends compte de toutes les limites que tu as dans le business derrière. Un perfectionnisme bloquant. C'est surtout face à la paternité et au mariage que je suis figé. L'importance de faire un enfant, décision définitive et engagement à vie me paralyse. Car c'est une étape qui me paraît immense dans une vie où je me sens pas prêt. Et je repousse indéfiniment ce projet. Je retrouve ce même schéma dans mon business, notamment au moment de m'engager humainement, prendre un associé, valider un freelance. Mais c'est moins bloquant car les conséquences me semblent moins graves et définitives, bien sûr. La fuite des émotions fortes. J'ai remarqué récemment que je fuyais inconsciemment les émotions fortes et les connexions intenses avec les autres, probablement par peur de souffrir. Je préfère ne pas m'engager plutôt que de risquer de mal faire. Bah oui. C'est important pour moi car j'ai l'impression que ma vie stagne à cause de cela. Je cherche aujourd'hui des clés pour débloquer mon inconscient et réussir à avancer. Merci d'avance pour ton aide. Bon, merci beaucoup Gilbert pour ta question. C'est pas facile de partager ça, donc merci de le faire et merci d'être dans cette démarche. Je pense que c'est sain et c'est courageux. Je pense que les questions que tu te poses, elles sont bonnes. Je pense que les points que tu as identifiés, ils sont justes. Quand tu... Le point 2, d'ailleurs, est vraiment la clé, en fait. C'est le problème et c'est la clé. C'est-à-dire la fuite des émotions. À partir du moment où tu n'acceptes pas de ressentir les émotions et de vivre tes émotions pleinement, bah, tu t'enfermes. Tu t'enfermes dans une boucle, tu t'enfermes dans un prisme. Tu t'interdis aussi de vivre les émotions positives pour ne pas vivre les émotions négatives. Tu es dans une position de fuite, comme tu l'as dit. Et donc, comme tu fuis par peur de souffrir, tu veux pas t'engager. Donc voilà, tu as la solution, en fait. C'est-à-dire que si tu reconnectes à tes émotions, tu es capable de vivre tes émotions sans péter un câble, sans t'effondrer, sans mourir, tu vas voir que revivre tes émotions, tu ne vas pas mourir. Et donc, du coup, la peur de s'engager, elle ne tient sur rien. Vu que les émotions fortes, peur de souffrir, égale ne pas m'engager. Si tu vois que tu es capable de ressentir tes émotions, que tu ne vas pas mourir et que donc, du coup, tu n'as plus peur de souffrir, la peur de l'engagement sera beaucoup moins forte. Ça, c'est la première chose que je voulais te partager. La deuxième des choses, et ce qui, moi, m'a vachement aidé, ça a été de, encore une fois, qu'est-ce que je veux dans la vie? Reposer sur le papier le rêve. C'est quoi le rêve? C'est quoi le rêve sauvage de Gilbert? C'est quoi la vie que je veux?
Et dans ta vie, tu veux être un papa. Tu veux être un papa, tu veux être un mari, tu veux cette vie-là. Elle te fait peur aujourd'hui, mais tu le veux. L'important, c'est que tu fasses grossir ce rêve. À quel point tu le veux, pourquoi tu le veux, quand tu le veux, à quoi ça ressemble la vie de papa de rêve, à quel point la vie de mari de rêve. Et je veux que tu mettes un maximum de détails, je veux que tu mettes un maximum de sens dans cette visualisation. Ok? Et une fois qu'on a le rêve, marche arrière. Et on se dit, ok, qu'est-ce qui me fait vraiment peur? Est-ce que j'ai peur d'être trahi? Est-ce que j'ai peur d'être trompé? Est-ce que j'ai peur de me tromper? Est-ce que j'ai peur de ne pas être à la hauteur? Juste après, là, tu disais, par peur de souffrir. Souffrir de quoi? Tout ce qui, dans la vie, vaut le coup d'être vécu, il y a le risque de souffrir. Parfois, il y a même le risque de mourir. Après, moi, j'évite de faire des trucs où il y a le risque de mourir. Je trouve que le ROI est pas bon. À partir du moment où il y a un pourcentage, même très faible, où tu peux mourir, on évite, tu vois, d'accentuer trop fort ce truc. Mais là, tu pars de peur de souffrir. Ma question, ça serait, c'est quand la dernière fois que tu t'es engagé et que tu as souffert? Ce serait la première question que je te poserais. Rupture amoureuse? Rupture amitié? Un pattern qui revient peut-être dans ta famille, auprès des parents, quelque chose que tu as pu vivre. Mais je creuserai en tout cas dans cette direction-là, en cherchant à comprendre quand est-ce que la dernière fois j'ai souffert et j'ai eu du mal à m'en remettre et ça a été douloureux. J'essaierai d'identifier ce qui s'est passé et j'essaierai de changer ma perception de l'événement. Si peut-être c'est une rupture amoureuse que tu as pu avoir avec une ex, ben, d'essayer de voir la réalité de la relation, ce que la relation t'a apporté comme positif, ce que la rupture aussi a pu t'apporter comme positif dans ta vie. C'est pas pour nier peut-être ce qui s'est passé, la douleur ou la souffrance, mais c'est pour amener une perception positive également aux événements qu'on a pu vivre, pour changer notre perception et pour faire que cet événement, qui aujourd'hui est encore égal à souffrance, donc en gros est une blessure ouverte, on change la perception de cet événement pour que, et on reprogramme notre cerveau d'une façon ou d'une autre, pour que cet événement ne soit plus juste souffrance, mais soit tout un ensemble de choses, et notamment de la gratitude, de la croissance personnelle, la capacité à mieux m'aimer, la capacité à mieux choisir mes partenaires, la capacité à... etc., etc., etc. Et c'est ce qu'on appelle du coup le processus de guérison, quoi. Tu vois? Le processus, pour moi, c'est toujours le même. Un, identifier un pattern, un comportement qui nous dérange, comme tu l'as fait là, tu vois? Donc fuite en avant, perfectionnisme. Tu vois, le perfectionnisme, en fait, est une résultante, ou ta capacité à t'engager avec un freelance, avec un associé, est une résultante de cette fuite en avant de tes émotions. Et donc, comprendre d'où vient le problème, en général par un pattern, par un comportement, par quelque chose. Ensuite, acceptation. Ben ouais, j'ai peur de souffrir, j'arrive pas à m'engager. Et c'est hyper important de te regarder dans le miroir et de dire, ok, Gilbert, 30 ans, je suis en couple depuis 8 ans, ma femme, elle est vraiment géniale. Aujourd'hui, j'ai pas les couilles, quoi. En tout cas, je pense que j'ai pas les couilles. Parce qu'en fait, c'est pas toi qui n'as pas les couilles. Et c'est pas toi qui es incapable à t'engager. C'est que tu as des peurs qui t'empêchent de prendre la décision. Parce qu'en fait, tu es persuadé que tu n'as pas les bons éléments pour prendre la décision. J'ai attendu pour faire des enfants, d'avoir 30 ans. Je voulais mon fils avant 30 ans, j'ai eu mon fils à 30 ans. Je pense que j'aurais pu l'avoir bien avant. J'étais persuadé de ne pas être prêt, je voulais plus d'argent, je voulais plus de trucs, je voulais plus de machins. Dans les faits, un enfant, ça coûte pas très cher. La première année, ça fait que dormir et boire du lait.
Hem Et en fait, on n'est jamais prêt à être parent. Dans tous les cas, ça va être un fucking tsunami dans ta vie, ça va être une fucking, chaos, ça va être un fucking tsunami émotionnel. Mais c'est génial. Alors c'est ce que disent en tout cas tous les parents, tu vois, de la secte des parents, ils te disent que c'est génial, comme ça tu rentres dans la secte, comme ça tu as des cernes de panda pendant 9 mois et tout le monde te dit: «Ah tu vu, c'est génial, hein?» C'est très engageant. C'est difficile à vivre au début parce que tu as l'impression qu'un espèce de petit monstre de 50 centimètres gère ton agenda, gère tes priorités et toute ta vie tourne autour de lui et c'est vrai, mais tu as créé la vie, quoi. Tu as créé la vie, tu as créé un petit homme, une petite femme qui va grandir et tu fais la plus belle chose, je pense, heu, tu fais une des plus belles choses en tout cas que la vie nous donne, la possibilité de vivre, qui est de recréer la vie et d'aider la vie à grandir. Mais la vraie question, c'est est-ce que tu en as vraiment envie, du coup, tu vois? Et est-ce que tu es prêt à faire ce trade-off? L'année où mon fils est né, on n'a jamais fait autant de chiffre d'affaires, on a eu une énorme croissance, l'année d'après également. Donc tu peux continuer à bosser. J'ai plus bossé même l'année 2023, il y avait aussi un peu donc j'ai pris un mois off complètement pour m'occuper de mon fils et de ma femme, mais puis après, vraiment on a bossé comme des tarés et puis comme c'est pas facile aussi, tu vois? Il pleure beaucoup, il y a beaucoup de trucs un peu relous, bah, tu es content aussi d'aller bosser, ça devient un peu aussi un échappatoire. Alors tu swings, tu bosses pas comme avant, tu as plus la même productivité et cetera, mais il y a quelque chose de nouveau qui s'installe. Et c'est clairement et après tous les bébés sont différents, mais c'est moins compliqué que le film qu'on peut se faire dans la tête, tu vois? Ça reste hardcore, hein, mais c'est moins compliqué que le film qu'on peut se faire dans la tête. Par contre, visiblement, le deuxième enfant, c'est un peu différent. Donc, je me pose, je réfléchis vraiment, mon rêve, mes besoins, mes envies, qu'est-ce que c'est? Quand est-ce que c'est? D'accord? Deuxième point alors par contre, effectivement, quand tu vas avoir des enfants, bon, bah, à moins que tu as envie et là, c'est quand même plus compliqué, ça se fait, hein, j'ai vu des familles qui le font avec des bébés, voyager, faire le tour du monde et cetera. Pourquoi pas? Mais c'est vrai que ça devient tout de suite un peu plus compliqué en termes de logistique. Il faut en avoir envie. Mais mis à part ça, ta vie, grosso modo, elle va être à peu près la même, à pas mal de détails près, mais grosso modo, tu continues à avoir une vie, tu continues à sortir, tu continues à manger un peu au resto, tu continues, à faire du sport, tu continues à bosser, tu vois? Après, ça dépend surtout de l'équipe que vous avez avec ta femme, comment est-ce que vous allez vous organiser et cetera. Mais ça, faut en parler aussi. Comment est-ce qu'on va s'organiser pour les bébés? Quelles sont les valeurs qu'on va donner à notre bébé? Qu'est-ce qui est important pour toi? L'école à la maison? Est-ce que le diplôme est important? À quel âge il va rentrer à l'école? J'en sais rien, tu vois? Mais plein de détails. Nourrice, pas nourrice, les parents, ils vont aider un coup de main, ils vont pas donner de coup de main. Heu, voilà. Toutes les questions que tu peux imaginer, toutes les peurs que tu peux imaginer, les mettre sur papier. Tes peurs sont des émotions. Tes peurs, c'est pas la réalité. Tes peurs, ils existent à l'intérieur de toi, en général en réponse à des blessures que tu as vécues du passé. L'idée, c'est bien évidemment de comprendre, en fait, c'est d'analyser tes peurs pour pouvoir remonter à la racine et pouvoir guérir en fait ces traumas du passé qui appuient aujourd'hui comme du sel, tu vois, sur une blessure qui serait ouverte pour pouvoir mieux te comprendre et prendre des décisions qui sont bonnes et qui sont loin de tes peurs du coup. Parce que là, ce qui t'empêche d'avancer, c'est tes peurs aujourd'hui. Et en l'occurrence, du coup, en faisant un petit peu d'analyse comme ça rapide, mais il faudrait le faire en live, la peur de l'engagement, c'est quand la dernière fois que tu t'es engagé et que tu as souffert? Qu'est-ce qui s'est passé? Dans quelles conditions tu étais? Analyser ces situations-là et pouvoir changer de perception, amener une perception différente à ces blessures, à ces traumas que tu as pu vivre ou ressentir, amical, professionnel, relationnel avec peut-être une ex ou je ne sais pas. Ça peut aussi remonter à beaucoup plus loin, hein, ça peut être l'enfance, mais en tout cas, il doit y avoir quelque chose dans lequel, à un moment donné, tu as décidé de fermer, ton clapet d'émotions parce que ça faisait mal et parce que du coup, tu avais plus envie de revivre ces émotions-là. Et du coup, reconnecter à ta partie limbique, reconnecter à ta partie émotionnelle et pouvoir, eh ben,
mieux vivre cette palette émotionnelle. Et, et oui, parfois on peut souffrir, mais la majorité du temps, c'est magnifique, c'est génial et c'est un plaisir. Et donc, du coup, bah, tu te rends compte qu'en fait, t'engager, c'est pas souffrir. T'engager, c'est pouvoir justement avancer sur tes rêves, avancer sur tes projets. Et c'est aussi changer, du coup, la perception que tu as de cette notion d'engagement. J'aime à croire que le mariage, c'est pour la vie, mais avec ma femme, on s'est toujours dit, si demain nos routes prennent des chemins différents et que toi et moi, on partage plus cette envie de grandir ensemble et cette envie de créer ensemble, bah, on se séparera. C'est pas l'objectif. Si on crée une vie ensemble, c'est pour grandir ensemble, c'est pour créer ensemble. Mais si à un moment donné, on a vraiment des visions différentes et on s'entend plus, eh bien, on le fera. Un enfant, par contre, oui, il y a un engagement à vie et il y a un engagement d'éducation, de présence, d'envie. Et là, le questionnement, il est un petit peu différent. Mais le mariage, oui, c'est à vie, mais dans les faits, pas vraiment, tu vois. Donc, il faut que tu aies envie de te marier. Il faut que tu aies un projet avec ta femme. Mais ça ne changera rien. Ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Que vous êtes mariés ou pas, ça ne changera pas à votre quotidien. Si tous les deux, vous avez envie de grandir ensemble, vous avez envie de partager ensemble, vous avez envie de bâtir ensemble, ça, tu t'es déjà engagé, tu vois. Tu es déjà engagé dans la relation. Si tu es quelqu'un de sérieux, si tu es quelqu'un qui n'est pas volage, si tu es déjà engagé dans la relation. L'engagement, il ne sera pas supplémentaire. Tu auras le même engagement. Alors effectivement, avec une construction en commun, il faut que tu vois aussi qu'est-ce qui a peur de cet engagement. Il y a des hommes, notamment des entrepreneurs, qui ont peur de perdre de l'argent sur un divorce, qui ont peur de identifier toutes ces peurs qui peuvent être autour et qui peuvent te freiner. Il y a une partie qui est très rationnelle et qu'il faudra peut-être discuter, échanger avec ta partenaire, peut-être faire des contrats, peut-être faire des trucs, des machins. Puis il y a une partie qui est complètement émotionnelle et que tu pourras guérir ou balayer du revers de la main. Ok. Voilà, j'espère que ces petits conseils t'aident à pouvoir faire le point sur ta situation. En tout cas, prends du temps, écris, médite sur ces différents points qu'on a pu échanger. Et puis, bah, si tu as besoin et que tu veux faire une séance beaucoup plus en profondeur, n'hésite pas à booker un call avec moi. Le lien pour les coachings sont juste en dessous. Avec plaisir d'en discuter avec toi. Et effectivement, tu vois, des sujets comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais à quel point ça a un impact énorme dans le business. Donc, par exemple, je suis assez persuadé que tu ne bâtis pas ton business et tu ne fais pas passer ton business au niveau suivant à cause de ça. Recrutement, développement, parce que ça veut dire engagement en fait. Lancer plus de boutiques, investir plus d'argent, engagement. Et donc, si toi, tu as peur de t'engager, si engager égale souffrance, bien sûr que tu vas pas faire grossir ton business. Donc, j'imagine, je connais un petit peu ton profil, donc c'est un peu triché, mais j'imagine un business avec peu d'engagement, beaucoup de liberté et finalement peu de structuration, peu de croissance forte. Je ne vais pas dire que tu subis ton business, mais je vais dire que tu suis ton business au fil de l'eau. Si demain, tu n'avais pas ces peurs-là, tu structurerais, tu développerais, tu scalerais verticalement ou horizontalement, tu investirais effectivement dans l'humain et tu t'engagerais dans la croissance de ton projet. Beaucoup plus facilement en tout cas, j'en suis persuadé. Si ça rentre dans tes besoins. Et c'est là où c'est compliqué parce que parfois tu peux analyser tes besoins et dire bah non, en fait, moi ça, j'en ai pas envie. Mais en fait, c'est juste que tu as peur. Tu en as envie, mais tu as peur. Et ça, il faut faire le distinguo. Par exemple, monter une équipe. Ah non, moi je veux pas monter d'équipe. Ok, pourquoi? Bah, je sais pas, c'est chiant en fait de monter une équipe. Il faut gérer les gens, c'est compliqué le recrutement, les gens sont jamais contents. Ça, c'est des peurs et des croyances. Potentiellement, tu as envie de monter une équipe. Parce que qu'est-ce que ça veut dire monter une équipe aussi? Ça veut dire être un leader, bâtir quelque chose, que ton business il travaille quand toi tu travailles pas. Ça veut dire pouvoir être beaucoup plus libre. Tu vois, il y a plein de choses qu'on ne s'autorise pas à faire parce qu'on est bloqué parfois par des peurs. Et donc l'idée c'est de pouvoir les identifier les patterns qui reviennent et pouvoir s'en libérer. Voilà, merci à toi Gilbert en tout cas pour ta question. Pas facile, ça fait plaisir que tu nous la poses et que tu nous la partages. Je suis sûr que ça va
impacter et toucher beaucoup de gens qui sont connectés avec nous sur le podcast. Ça fait combien de temps là? Ouais, il est 19 h déjà. On va au moins reprendre une dernière question. Ouais, peut-être qu'on s'arrêtera là juste après. Il m'en reste deux, mais on la gardera peut-être pour un prochain épisode. On a Kevin, 28 ans. Son sujet, quitter mon CDI pour me lancer à 100% dans mon side business. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est pas facile. À la bascule de entrepreneur et salarié à entrepreneur. Putain, en parlant de ça, Mamadou, les frères. Mamadou, je crois il faisait 2,5 millions et il était encore salarié. Alors, il était consultant, mais il était encore salarié pour sa grosse mission. Il avait 8 milliards de peurs. Et pourtant, j'ai bossé avec lui, hein. Et il me trouvait des raisons de décaler tous les 3 mois sa mission, son départ et tout. C'est une folie. Et parfois, t'en as, ils ont à peine de l'argent de côté et tout. Ils quittent directement pour se donner la chance que le side business il cartonne et il cartonne. Et t'as des gens, ils tirent la grappe et tout. Et ils tirent au maximum, comme ça a été le cas pour Mamadou. Et du coup, ben, j'allais dire comme Mamadou. Alors, c'est pas le cas, il n'était pas vraiment développeur. Mais comme beaucoup de tech, de consultants, d'ingénieurs, etc. Je suis développeur web en CDI depuis 5 ans. En parallèle, j'ai lancé un SaaS il y a 18 mois qui me rapporte aujourd'hui 3 500 € de MRR par mois. Félicitations mon frérot, en croissance régulière, c'est top. Mon salaire est de 3 200 € net, donc mathématiquement mon side project gagne déjà plus que mon emploi. Oui, en chiffre d'affaires. Après, tu pourrais pas te mettre 3 200 € de salaire aujourd'hui, mais c'est clair. Ouais. Le problème, c'est que je n'arrive pas à sauter. J'ai 45K d'épargne, pas de crédit, pas d'enfant. Objectivement, j'ai un filet de sécurité énorme, mais je reste accroché à la sécurité du CDI comme une bouée. Ma copine me pousse à me lancer, mes potes aussi. Et moi, je trouve toujours une raison de repousser. J'attends 5K de MRR. J'attends d'avoir 1 an de trésorerie, etc., etc. La barre monte à chaque fois que je m'en rapproche. Je crois que ce qui me bloque, c'est pas les chiffres, c'est l'identité. Passer de Kevin développeur chez X société à Kevin fondateur de sa propre boîte. Ça me terrifie parce que si ça foire, je perds pas juste un revenu, je perds la preuve que je suis capable de quelque chose par moi-même. Ouais. Comment on fait pour sauter quand toutes les conditions sont réunies, sauf le courage? Merci beaucoup, Kevin. C'est fort comme question. Et j'aurais envie de te poser comme question, parce qu'à un moment donné, être entrepreneur aussi, c'est être un peu delusional, tu vois, c'est être aussi un peu un rêveur. Et donc les gens ils disent toujours ouais mais si ça foire, bah je perds pas un revenu mais je perds aussi la preuve que je suis capable. Mais si ça marche, tu te donnes aussi la preuve que tu es capable. Alors, au niveau de cette problématique, il faut identifier les peurs. Même travail que d'habitude, il faut identifier les peurs. Donc, aujourd'hui, tu as été capable de bâtir un SaaS en étant quelques heures par jour et quelques week-ends qui fait 3 500 € de revenus. Si tu passais full-time, qu'est-ce que tu serais capable de faire? Première question. Deuxième question, demain, si ton SaaS ne marche pas, tu te laisses 1 an pour faire cartonner et rattraper ton salaire, par exemple. Si ça ne marche pas, est-ce que je peux toujours retrouver un job? Et est-ce que j'ai un backup plan? Il y en a beaucoup qui disent, ouais, avoir pas de plan B, only plan A, etc. Mais des fois, il y a des gens, en fait, ils ne peuvent pas brûler les bateaux. Ils ont besoin d'un niveau de sécurité plus important. Et donc, en fait, il faut aussi pouvoir s'adapter, tu vois. Écoute pas tout ce que tu vois sur Internet. Peut-être que toi, bah, tu as besoin d'être rassuré par un plan B. Et c'est OK. On est tous différents, on a tous des besoins qui sont différents. Donc, si toi, c'est ton cas, et qu'en fait, ça te rassure de te dire, bah, j'ai toujours un plan B, bah, c'est OK. Mais moi, ce que je veux, c'est que tu vois que le plan A et que tu te donnes 250% de chance que le plan A, il fonctionne. Parce qu'effectivement, tu vois, on est quand même tous différents et parfois le feu au cul, ça aide. Après, à 28 ans, tu as peut-être envie aussi d'investir dans un truc un peu solide. Ça dépend vraiment de ta personnalité, là, pour le coup.
Est-ce qu'on brûle les bateaux et on y va? Est-ce qu'on se rassure? Si tu me poses cette question avec ce genre de configuration, en général, c'est que tu as besoin d'être rassuré. Donc il y a deux choses. Il y a l'esprit rationnel. Tu vas rassurer l'esprit rationnel. Donc poser les chiffres, faire un espèce de prévisionnel, voir comment est-ce que tu pourrais accélérer ce prévisionnel, voir comment tu peux atteindre 7 000 € de MRR par mois, par exemple, mettre en place un plan, tu vois, d'acquisition de trafic, un plan d'amélioration de tes ventes et voir comment est-ce que tu pourrais accélérer ce plan et réaliser ce plan plus rapidement en étant à temps plein. Là, c'est très rationnel. Il y a des actions, il y a des input-output. Si j'avais plus de temps, je pourrais obtenir tel résultat. OK. En général, on dit toujours qu'il nous faut 6 mois de revenus d'avance pour pouvoir ne pas être stressé. Tu as 45 cas d'épargne. Bon, déjà, moi, je trouve ça énorme, mec. Fous-le dans le S&P 500. Investis-le en bourse. Mais ce n'est que mon point de vue. Là, clairement, si tu ne peux pas te payer pendant un an, tu consommes ton épargne. Comment est-ce que tu te sentirais si tu devais consommer ton épargne parce que tu n'avais pas de revenus? Est-ce que pour toi, ne pas te lancer à temps plein dans l'entrepreneuriat, c'est une balance. Au final, tout est une putain de question de balance quand on doit prendre des décisions. Est-ce que le fait de ne pas t'être lancé, c'est plus grave que le fait de consommer ton épargne? Ou est-ce que consommer ton épargne, c'est le bout du monde? Peut-être ne pas consommer toute ton épargne. Donne-toi 15 000 €. Donne-toi 15 000 € d'épargne, garde 30 000 € de côté et te dire ok, j'ai 15 000 €. Quand j'ai dépensé mes 15 000 €, si le business n'est pas suffisamment gros, je reprends un boulot. Tu définis tes seuils, parce qu'on a tous des seuils qui sont différents. Et comprendre en fait, par contre, et ça c'est hyper important, comprendre ton besoin de sécurité. Ça veut dire quoi la sécurité? Parce qu'aujourd'hui un CDI, demain tu te fais virer frère. Hein. On est sûr de rien. Hein. Aujourd'hui développeur web, l'intelligence artificielle, bientôt, on n'aura plus de travail. Tu vois? Donc ça veut dire quoi sécurité? Et encore une fois, la sécurité c'est un mot, c'est une émotion, c'est un ressenti. On n'est pas vraiment en sécurité. Demain, on traverse la route, on se fait agresser ou on se fait rouler dessus par un bus. On est mort, tu vois, on est mort. Donc, la sécurité, ça veut dire que c'est un ressenti. Donc, c'est quoi pour toi me sentir en sécurité? Qu'est-ce que c'est être en sécurité? Et en fait, il faut qu'à un moment donné, dans la balance, lancer le projet soit plus important que la sécurité. Et donc, tu vas poser sur papier ta vision et ton rêve. C'est quoi être entrepreneur? C'est quoi se lancer à fond dans le SaaS? Pourquoi est-ce que c'est important pour toi? Pourquoi est-ce que tu as envie que ce SaaS y cartonne? Pourquoi est-ce que tu as envie de vivre cette aventure entrepreneuriale? Pourquoi est-ce que c'est beaucoup plus important ça que rester développeur web dans une boîte? Ça me fait penser à mon pote Romain d'ailleurs. Mon pote Romain Carle, ça fait des années qu'il est salarié. C'est un super développeur. Il fait du freelance depuis le début. Il faisait du freelance, il était encore étudiant. Il a pris un très bon job, son job qui lui a apporté plein d'opportunités de croissance, des voyages, des trucs, des machins. Il est monté dans l'architecture de la boîte. Il avait déjà lancé des projets entrepreneuriaux avant, quand il était encore étudiant. Il fait des projets en parallèle du boulot. Tu vois, le soir, quand il rentre à la maison, il bosse. Mais il ne s'est toujours pas lancé à temps plein. Et la vraie question, c'est: t'as peur de quoi? Ton besoin de sécurité, il veut dire quoi? Parce qu'effectivement, si tu ne sais pas vraiment ce que ça veut dire la sécurité, tu peux toujours repousser la limite. C'est comme l'argent, t'en veux toujours plus, la sécurité, t'en veux toujours plus. Si tu ne sais pas exactement pourquoi tu as besoin de sécurité. Donc la question, c'est de quoi tu as besoin en termes de sécurité? Qu'est-ce que ça veut dire sécurité? C'est un ressenti. Quelles sont les émotions que j'ai besoin de ressentir? Quand est-ce que je me sens en insécurité et pourquoi? Et donc vraiment, tu fais cette analyse, cet audit de toi-même sur ton truc de sécurité. Il va y avoir des peurs qui sont rationnelles, auxquelles on va répondre. Ok, j'ai besoin de X euros. Ok, on les met de côté, cela on ne les touche pas. C'est mon filet de sécurité ultime, on n'y touche pas et on ne va pas en dessous. Peut-être le revenu mensuel, ok, même chose. Et en fait, définir, une fois que tu as défini cette peur rationnelle, l'irrationnel, pareil, ça peut être lié à des traumas, ça peut être lié à des problèmes qu'on a eu avant, ou ça peut être lié... Ces problèmes-là, on les adresse. C'est-à-dire qu'on travaille dessus. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Quand est-ce que je me suis senti en insécurité? Pourquoi? Comment ça s'est passé? Est-ce que je peux changer de perception à ce sentiment d'insécurité? Et c'est ce qu'on va faire là. En gros, on va changer ta perception sur ce fait de se lancer dans l'entrepreneuriat, sur à quel point c'est important pour toi et finalement que
tu es plus en sécurité en étant ta propre boîte à développer ton propre projet qu'en étant salarié pour une autre boîte. C'est ça qui va se passer au final. Et puis, c'est effectivement prendre le pari. L'entrepreneuriat, tu prends un pari. Tu vois, on n'est pas là à sauter dans le vide non plus. En plus, là, tu sautes pas dans le vide. Tu as déjà une activité qui est posée, tu as déjà une épargne qui est en place. Tu vois. Donc, et tu vois, si le fait de courage, toi, tu te dis, ah non, moi, je suis pas quelqu'un de courageux. Change ce mot courage. Change-le. Si tu penses que tu dois avoir du courage pour te lancer, oublie cette notion de courage. Et si tu penses que tu es un mec plutôt intelligent et rationnel, prends une décision rationnelle en posant les éléments rationnels et en prenant la bonne décision. Tu vois, parfois, on réfléchit, on met des mots, et du coup, on se dit, ah non, mais moi, je suis pas quelqu'un de courageux, du coup, je vais pas me lancer, je vais pas me jeter. Bah, oublie qu'il faut être courageux, en fait. Change ta perception sur cette croyance-là. Et par contre, il faut être un peu, il faut être un peu fou, il faut être un peu rêveur. Ouais. Il faut être un peu rêveur d'avoir envie de créer quelque chose pour soi, par soi-même, de faire quelque chose qui fonctionne, que tu as déjà fait. Hein. Ça fait déjà 3 500 € de MR, donc tu l'as déjà créé, il fonctionne déjà. Mais est-ce qu'on peut le faire grandir jusqu'à quand? Parfois, ça peut être aussi prendre tout simplement un consulting avec quelqu'un de plus expérimenté que toi, qui va pouvoir te donner des données concrètes et factuelles. Ça pourra peut-être te rassurer. Avoir une aide extérieure pour être rassuré, parfois, ça peut aider. Présenter ce projet à des entrepreneurs un peu plus évolués et avancés. Pas à ta mère ou à Jocelyne du coin de la rue, tu vois. Quelqu'un de plus expérimenté dans le business qui est déjà passé par les chemins par lesquels tu es passé, ça peut t'aider à te rassurer. En plus du travail sur tes peurs qui sont internes, hein, bien évidemment. Parce que tout ça, c'est que du ressenti et c'est que de l'interne. D'accord? Et effectivement, en termes d'identité, et c'est le dernier point que j'adresserai ici, est-ce que tu te vois comme un entrepreneur? Est-ce que tu es un entrepreneur? Parce que je connais des gens qui sont salariés, mais ils se voient entrepreneurs. Moi, je savais que j'étais un entrepreneur depuis le jour 1, avant même d'entreprendre. J'ai essayé 8 milliards de projets. Donc, pour moi, la casquette d'entrepreneur, elle ne me faisait pas peur, elle m'excitait. Et du coup, à partir du moment où tu acceptes cette casquette d'entrepreneur, bah, tu acceptes les risques qui vont avec, les opportunités qui vont avec, celui de gagner plus, celui de voyager, celui d'être libre, celui aussi que ça ne marche pas, que tu te pètes la gueule. Mais je l'ai accepté dès le départ. Est-ce qu'aujourd'hui, tu acceptes ça? Est-ce que tu te vois comme un entrepreneur? Est-ce qu'il y a des étiquettes et des croyances attachées derrière la notion entrepreneur qui te limitent ou qui te bloquent? Si oui, lesquelles? Est-ce que ce sont des raisons rationnelles? Est-ce que ce sont des peurs émotionnelles? Comment est-ce que je fais pour changer ma perception sur ces croyances? Les écrire, hein, c'est un bon début. À partir du moment où tu es conscient, être conscient, c'est 80% du travail. Et après, c'est changer sa perception. C'est reprogrammer la croyance. J'essaie de voir si j'ai rien oublié. Mais en tout cas, félicitations, tu as bâti une bonne épargne et tu as déjà bâti un super projet. Donc, voilà, tu es en croissance tous les mois. Avec plus de temps, tu peux que faire de la croissance supplémentaire. Euh, Si c'est ce que tu as envie, si tu as envie d'être un entrepreneur, si tu as envie de bâtir un SaaS qui grossit, qui cartonne, vas-y à fond, mec. Il y a cette étude, tu sais, ce livre qui avait été fait par une infirmière en Australie, de discuter avec les gens sur leur lit de mort. Et ce qui revient le plus souvent, c'est les regrets. Les regrets des choses qu'ils n'ont pas fait, qui n'ont pas essayé, passer plus de temps avec leurs enfants, lancer plus de projets. Et croire un peu plus en toi, tu vois. Croire un peu plus en toi. Comment est-ce que tu peux faire pour faire monter ta jauge de confiance en toi? Comment est-ce que tu peux faire pour monter ta jauge d'estime de toi? Vas-y Kevin, fonce en tout cas. On sera là pour te soutenir sur le podcast avec grand, grand plaisir. Et si on peut faire de la pub pour ton SaaS, bah n'hésite pas. N'hésite pas à nous en parler, n'hésite pas à le partager. On en fera la pub avec grand plaisir.
On avait une question derrière anonyme sur la solitude de l'entrepreneur et l'impact sur le couple et repartir de zéro dans le business sans se faire arnaquer. Ouais, pour démarrer sur le business en ligne et trouver un peu la bonne voie, éviter les sirènes. Les amis, ça fait déjà 1 heure et demie. Il faut que je file. Merci beaucoup d'avoir posé vos questions. Je vous les garde du coup pour le prochain Better Call Enzo. J'ai vraiment kiffé. N'hésitez pas à répondre aux emails que je vous envoie avec des questions pour les prochaines sessions. Si vous voulez être anonymisé ou changer votre nom, bah, on le fera, bien sûr. Et merci en tout cas de poser vos questions. Merci de vous engager. L'objectif de ces podcasts, c'est aussi de mieux comprendre les problématiques, de mieux comprendre ce que vous vivez et de pouvoir eh bien, vous servir, mieux vous aider. Voilà, j'ai écrit récemment là sur un de mes docs, j'ai écrit aider, servir, inspirer et transformer. Et c'est vraiment ce qui résonne avec cette activité de coach, d'accompagnant que je crée. Merci à tous les amis. Pensez à laisser un like, à vous abonner, à partager ce podcast à quelqu'un qui doit l'entendre, des gens qui doivent le voir, qui doivent l'écouter. Peut-être que ça peut inspirer, que ça peut aider pour passer une étape sur laquelle ils sont en train de travailler, pour passer au niveau suivant, pour pouvoir se poser les bonnes questions pour travailler sur lui. J'espère en tout cas vraiment que ça vous aura servi. J'espère que ça vous aura aidé et que ça vous partagerez un maximum de bonnes vibes pour avancer dans votre semaine, dans votre mois. On se donne rendez-vous dimanche avec le podcast de Manoa. Manoa Labranche sur le podcast, les amis, qui a bâti un SaaS, un marketplace, qui encaisse plus de 500 000 euros par mois en ce moment. C'est énorme, en à peine 2 ans. Dans le milieu du charme, du X, un super podcast, un petit génie. J'ai pris un grand plaisir à discuter avec lui et à décortiquer à travers mes questions. Ça sortira dimanche, donc allez voir le podcast et laissez un like. Allez mettre 5 étoiles sur les plateformes de podcast, c'est super important. Et si vous voulez que je vous coach, le lien est dans la description, juste en dessous. Rejoignez-nous dans la tribu si vous voulez rejoindre notre cercle d'entrepreneurs. Je vous dis à très vite. Je file vers de prochaines aventures et on se dit à dimanche et à la semaine prochaine. Merci à tous. Merci tout le monde. Ciao, ciao.